Tunisie, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a livré son rapport après la proclamation des résultats. Selon cette mission, ces élections représentent une consolidation de la démocratie tunisienne. Le procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma pour corruption dans un contrat d'armement impliquant le groupe français Thales a été reporté ce mardi après une demande d'appel de l'ex-chef d'État. Et puis au Bénin, le parc national de la Pandjari, situé dans le nord du pays, a lancé sa nouvelle rentrée touristique avec de nouvelles mesures sécuritaires après plusieurs mois de fermeture. On en parle dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée, de nouveaux heurts ont opposé des centaines de manifestants et les forces de l'ordre à Conakry ce mardi, au deuxième jour d'une mobilisation contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Des centaines de jeunes ont érigé des barricades, brûlé des pneus et lancé des pierres sur des policiers et gendarmes, à nouveau massivement déployés dans certains quartiers périphériques de Conakry et fief de l'opposition. Les forces de l'ordre ont, eux, riposté par des tirs de gaz lacrymogène. Il faut dire que des habitants ont fait état d'irruption de soldats et de policiers dans certains quartiers pour procéder à des arrestations accompagnées de violences. Il faut dire que ces heurts ont éclaté après un appel à de nouvelles manifestations ce mardi par un collectif guinéen engagé contre l'ambition prêtée au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Voici les détails. Le bilan des heurts de ce lundi entre opposants à un troisième mandat et forces de l'ordre s'est encore alourdi, passant à 5 manifestants tués après la mort d'un chauffeur de 27 ans atteint par balle à l'abdomen, selon le médecin qui l'a traité et son père. Un gendarme a également trouvé la mort au cours des manifestations. Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et de membres de la société civile a appelé les Guinéens sur les réseaux sociaux à continuer à manifester jusqu'à l'abandon total du projet de troisième mandat et l'arrêt de la mascarade électorale visant à octroyer au parti présidentiel la majorité nécessaire à l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est un grand succès, Et vous avez dû le constater, jamais une manifestation n'a paralysé autant la ville de Conakry, la capitale. Nous ne sommes pas pour la modification de la Constitution. C'est la raison pour laquelle nous sommes. Notre objectif, c'est pour ne pas qu'Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Parce que quand il modifie la Constitution et il vote un référendum, cela veut dire qu'il va s'éterniser au pouvoir. À bas la nouvelle Constitution, les gens sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas d'accord pour le troisième mandat en Guinée, puisque la Constitution guinéenne ne permet pas de quelqu'un de se présenter pour le troisième mandat en Afrique. Cette révision de la Constitution évoquée par le pouvoir permettrait à Alpha Condé, 81 ans, de se présenter fin 2020 pour un troisième mandat, alors que la Constitution en limite le nombre à 2. Le FNDC a accusé le gouvernement ce mardi sur les réseaux sociaux de préparer la dissolution dans les jours à venir de toutes les organisations de la société civile opposées à un changement de la Constitution. La présidence a déploré la rupture du dialogue et affirmé l'engagement total de Alpha Condé en faveur de la démocratie dans un communiqué diffusé ce lundi soir. Le ton en est contenu, mais le texte réaffirme que la mobilisation est illégale. En Tunisie, la mission d'observation électorale de l'Union européenne a livré son rapport après la proclamation des résultats officiels du second tour. C'était lors d'une conférence de presse à Tunis. Selon cette mission, les élections en Tunisie représentent une consolidation de la démocratie tunisienne. On écoute. La bonne tenue du scrutin conforte la place prépondérante que la Tunisie occupe sur la scène démocratique régionale depuis 2011. Un vrai modèle qui se consolide et se racine de plus en plus. La mission prend note des résultats provisoires annoncés hier par l'ISI, résultats selon lesquels le candidat Kais Saied et Nabil Karoui ont obtenu respectivement 72,71% et 27,29% des votes. À ce stade, ces résultats provisoires reflètent donc un choix traîné effectué par les électeurs tunisiens. La mission constate avec satisfaction qu'avec 55%, le taux de participation provisoire est le plus élevé de la séquence des 3 scrutins législatifs et présidentiels initiés le 15 septembre. Ces élections présidentielles et législatives
constitue une autre étape fondamentale pour la consolidation de la démocratie tunisienne. Et en tant qu'Union européenne, je vous rassure, nous continuerons à garantir notre engagement en première ligne pour promouvoir une coopération de plus en plus étroite, une coopération vraiment au sens large dans tous les domaines, efficace et inclusive entre les deux rives de la Méditerranée face aux défis communs. Au Bénin, le parti Union sociale libérale de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon, écarté du récent dialogue national organisé par le président Patrice Talon, n'a pas non plus participé aux assises des forces de la résistance de l'opposition, une absence remarquée qui alimente la polémique. Lors d'un point de presse tenu lundi à Cotonou, la formation politique qui marque son attachement aux exigences formulées lors de ces assises de l'opposition a également donné les raisons de son absence. Sur la polémique inutile relative aux travaux de l'opposition au CODIAM, l'USL tient à clarifier et à rassurer l'opinion nationale et internationale qu'elle est totalement en phase avec les exigences formulées et y a solidairement travaillé. Le parti saisit cette opportunité pour clarifier une fois encore qu'au Bénin, notre pays, il existe une opposition plurielle, unie autour d'un même objectif. Mais c'est aussi une opposition qui se réserve le droit d'utiliser des méthodes différentes pour l'atteinte de cet objectif commun. Pour l'USL, cette diversité de méthodes et même d'actions est le gage d'une meilleure efficacité. Le contexte actuel est caractérisé par une opposition totalement infiltrée et un débauchage systématique de certains de ses membres comme stratégie de survie d'une mouvance agonisante. Ce contexte exige une grande prudence et une méthode adaptée. Pour l'USL, le débat sur la division de l'opposition est un faux débat, paradoxalement entretenu par l'adversaire ou certains pseudo-opposants qui ont de plus en plus du mal à accomplir leur mission inavouable. Dans ce contexte, et dans les cadres de concertation qui nous sont souvent proposés, discuter de sujets importants s'avère parfois très imprudent. L'USL invite le peuple, patriote, à exiger du gouvernement du président Talon à se concentrer sur les priorités de l'heure, qui sont, entre autres, le retour à l'état de droit, c'est-à-dire la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Pour l'USL, notre appel reste à l'exécutif pour qu'il libère les deux autres pouvoirs. Le législatif, par la reprise des élections législatives libres et transparentes, et le judiciaire, par le Conseil supérieur de la magistrature, réformé et indépendant. Restons au Bénin où le parc national de la Pandiari, situé dans le nord du pays, a lancé ce mardi sa nouvelle rentrée touristique avec de nouvelles mesures sécuritaires. Ceci après plusieurs mois de fermeture. Le parc, faut-il le rappeler, avait été fermé après que 2 touristes français aient été enlevés par un groupe djihadiste et leur guide béninois assassiné. Le parc national de la Pandiari, comme chaque année, rouvre ses portes jusqu'au 30 juillet 2020. Cette nouvelle rentrée touristique est toute particulière parce qu'elle intervient avec de nouvelles mesures sécuritaires après plusieurs mois de fermeture. Le parc avait été fermé après l'enlèvement de 2 touristes français, Patrick Piquet et Laurent Lassimoulas, et l'assassinat de leur guide Fiacre Beji au mois de mai dernier. Selon des responsables du parc, le gouvernement du Bénin et African Parks Benin, structures en charge de sa gestion, ont travaillé pour mettre en place des moyens sécuritaires supplémentaires afin de maximiser la sécurité des visiteurs. Il est prévu notamment des distributions de trackers GPS pour les visiteurs entrant dans le parc. L'utilisation d'un guide accrédité par la direction du parc est désormais obligatoire et les circuits sont davantage tournés vers le sud que vers la frontière avec le Burkina Faso. Le parc a également installé des postes de surveillance à des points stratégiques proches des installations touristiques et prévoit des vols réguliers de surveillance aérienne à la frontière.
Le parc de la Pendjari, qui s'étend dans le nord du Bénin sur 5000 km² le long de la frontière avec le Burkina Faso, est l'un des derniers sanctuaires de la vie sauvage en Afrique de l'Ouest. En Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma pour corruption dans un contrat d'armement impliquant le groupe français Thales a été reporté ce mardi. Un énième report qui intervient après une demande d'appel de l'ex-chef d'État. Voici les images. Ce procès devait être le premier pour corruption de Jacob Zuma, contraint à une démission humiliante en 2018 après un règne de 10 ans éclaboussé par de nombreux scandales. L'affaire Thales, pour laquelle il est poursuivi, remonte aux années où il était ministre de la province du KwaZulu-Natal, puis vice-président du pays. Jacob Zuma est accusé d'avoir touché 4 millions de rands, soit 249 000 euros, au cours actuel de pots de vin de la part du groupe de défense et d'électronique français Thales, dans le cadre d'un énorme contrat d'armement de 3 milliards d'euros au cours actuel, attribué en 1999. Jacob Zuma et Thales, qui est également poursuivi, ont toujours nié les allégations. Ce mardi, alors que le procès devait débuter, la haute cour de Pietermaritzburg, au KwaZulu-Natal, a été le théâtre d'un nouveau coup de théâtre. L'avocat de l'ancien président a demandé à faire appel des poursuites visant son client, reportant de fait le procès. La demande d'appel sera entendue en novembre prochain, selon le ministère public qui a annoncé qu'il allait s'y opposer, estimant qu'elle n'avait pas de chance de succès. Après de multiples rebondissements depuis une quinzaine d'années, la justice avait ouvert vendredi dernier la voie à un procès de l'ancien président après avoir unanimement rejeté la demande de Jacob Zuma d'abandonner les poursuites qui le visent. C'était sans compter sur la possibilité de faire appel des deux co-accusés. Thales n'a pas encore communiqué sa position. En bref, en République démocratique du Congo, l'épave de l'avion disparu jeudi, alors qu'il assurait la logistique du président congolais Félix Tshisekedi, a été retrouvée dans la province de Sankuru, au centre du pays. D'après un communiqué de la présidence congolaise, des experts ont confirmé que les débris retrouvés sont bel et bien ceux de l'Antonov 72. 4 corps sans vie ont été tirés des décombres et leurs processus d'identification sont en cours. 8 personnes avaient pris place à bord de cet avion cargo, dont 2 citoyens russes. L'Antonov avait quitté jeudi Beni pour Kinshasa et avait perdu tout contact avec les autorités aériennes 59 minutes après son décollage. De mauvaises conditions météorologiques seraient à l'origine de l'accident. 3 personnes ont perdu la vie dans une frappe aérienne à Tripoli, en Libye. Le bombardement est attribué aux hommes du maréchal Haftar par le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'Organisation des Nations Unies. Son chef s'est aussitôt rendu sur les lieux auprès des familles des victimes. Le décompte des morts ne cesse de grimper en Libye. Au moins 3 enfants ont été tués et 8 personnes blessées dans une frappe aérienne ce lundi contre un quartier résidentiel dans la banlieue sud-est de la capitale, a indiqué le ministère de la Santé du gouvernement d'union nationale. Parmi les blessés, 3 sont issus de la même famille. Il s'agit d'une enfant, tout comme sa mère et son père. Un porte-parole du ministère indique par ailleurs que 5 autres civils des habitants d'un quartier proche du campus de l'université du Tripoli ont été blessés. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par l'ONU et basé à la capitale, a accusé les forces du maréchal Haftar d'avoir mené le raid. Les forces de l'homme fort de l'Est libyen ont lancé le 4 avril dernier une offensive pour conquérir Tripoli. De son côté, le porte-parole des forces pro-Haftar a confirmé une frappe contre un camp des services de renseignement qui sert de centre de commandement. Il a toutefois nié que cette frappe ait pu viser une maison et des civils. Le chef du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, s'est immédiatement rendu sur le lieu du bombardement pour constater les dégâts et s'entretenir avec les habitants du quartier et le père de famille bouleversé. Les bombardements ont eu lieu vers 1h30 du matin. Selon les chiffres obtenus par le ministère de la Santé, il y aurait jusqu'à présent 3 morts et 8 blessés. Quant aux blessés, ils ont été transférés au centre médical de Tripoli pour y être soignés et suivre leur statut. La mission de l'ONU dans le pays réaffirme qu'elle ne restera pas inactive face aux crimes de guerre commis, exhortant les États membres de l'ONU et les institutions internationales compétentes
à mettre fin à la violation flagrante du droit international humanitaire. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.